Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre émission Le Vrai Dialogue, que j'ai le plaisir de vous présenter depuis le Parlement européen à Bruxelles. Un vrai dialogue consacré à la crise en République démocratique du Congo s'impose aujourd'hui. Depuis plus de 3 décennies, le peuple congolais subit une guerre qui ne dit pas son nom. Ce conflit complexe et meurtrier a déjà coûté la vie, selon des statistiques congolaises, à plus de 12 millions de personnes dans un silence quasi total de la communauté internationale. Ce soir, nous tenterons de comprendre les véritables enjeux de cette guerre dans la région des Grands Lacs. Qui se cache derrière le groupe armé M23? Pourquoi bénéficie-t-il du soutien militaire du Rwanda? Quel rôle jouent les grandes puissances comme l'Union européenne et les États-Unis dans cette crise? Alors que le M23, soutenu par les forces rwandaises, contrôle des territoires stratégiques dans l'est du Congo, riches en coltan, en cobalt, en or et autres minerais essentiels, nous devons nous interroger. L'Europe a-t-elle commis une erreur en nouant un partenariat stratégique avec Kigali? En décembre 2023, l'Union européenne a annoncé 900 millions d'euros d'investissement au Rwanda dans le cadre du programme Global Gateway, un projet censé favoriser le développement des infrastructures. Pourtant, quelques mois plus tard, les mêmes institutions européennes demandent à Kigali de retirer ses troupes du Congo. Le Congo est le plus grand producteur mondial de coltan et de cobalt, des minerais essentiels à nos téléphones, à nos voitures électriques et à nos batteries. Mais cette richesse est aussi une malédiction. Elle alimente le conflit et profite à ceux qui pillent ces ressources avec la complicité des milices armées. Pour débattre de cette situation dramatique et tenter d'apporter des pistes de solutions, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Charles Goerens, eurodéputé luxembourgeois et ancien ministre du Développement international, et William Ikolo, expert des questions congolaises et de l'Afrique de l'Est. Le vrai dialogue, c'est tout de suite. Charles Goerens, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Monsieur William Ikolo, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Je vous poserai à vous la première question. Est-ce que vous pouvez, monsieur Ikolo, expliquer à nos téléspectateurs de manière brève, on va dire, les vraies raisons, les raisons profondes du conflit au Congo? Très bien, merci beaucoup. En réalité, pour bien comprendre le conflit en République démocratique du Congo, il faut se rappeler qu'en toile de fond de ce conflit, il y a le contrôle des matières stratégiques, dites matières critiques par l'Union européenne. Il y a des puissances qui veulent avoir ces matières stratégiques et c'est tout à fait normal parce que ce sont ces matières qui permettent de faire ces sauts technologiques que l'on connaît et de faire aussi prospérer, j'ai envie de dire, les nations. Sauf que ces matières stratégiques, les méthodes pour les chercher, ce sont les méthodes qui posent problème. C'est-à-dire que ça pourrait être un marché tout à fait ouvert où chaque nation viendrait, comme ça se fait pour l'achat du pétrole ou pour je ne sais quel autre minerai, en acheter. Mais ici, au Congo, ce qui se passe, c'est que l'achat de ces matières donne en fait à voir des groupes armés. Il y en a actuellement 266 qui opèrent en République démocratique du Congo à la recherche de ces matières et qui font régner la terreur, qui font régner la mort pour créer des zones de non-droit afin de pouvoir payer librement ces matières. Donc voilà en résumé la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Goerens, pourquoi la communauté internationale
est si silencieuse par rapport à cette crise, à ce conflit au Congo. Je rappelle des statistiques congolaises. Depuis 1990 à nos jours, 12 millions de Congolais ont été tués. Écoutez, ça fait quand même quelques années que je suis membre du Parlement européen. On avait déjà une situation pas tout à fait comme celle-ci, mais très comparable dans les années 90 du siècle dernier. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est muet. En tout cas, ici, au Parlement européen, on a toujours élevé la voix contre des injustices qui se produisent au Congo. On peut longtemps épiloguer autour des raisons qui sont à l'origine de ce conflit. Je partage absolument ce que vous avez expliqué être à la base de ce conflit. Donc, il y a une responsabilité de la communauté internationale. Disons que si tous les membres du Conseil permanent des Nations Unies étaient conscients de leurs responsabilités, je crois que le problème ne se poserait plus. Deuxièmement, nous connaissons les difficultés qu'a la République démocratique du Congo pour faire en sorte que l'État congolais soit présent partout, avec les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre, pour que justice soit faite aux victimes. Donc il y a une responsabilité qui repose sur la communauté internationale et il y a des efforts à faire avec les pays qui traitent avec le Congo pour l'aider à dépasser les difficultés qui sont les siennes pour l'instant. Donc j'espère bien que cette crise, ce conflit, ces crimes abominables qui se produisent dans la région orientale du Congo soient un nouveau point de départ. En tout cas, le Parlement européen, avec son rôle de contrôle de l'exécutif et aussi son rôle d'impulsion politique, fera tout pour dépasser la situation actuelle. Monsieur Goerens pointe du doigt la communauté internationale. Monsieur Ikelo, encore, on a le temps, vous savez, le problème est tellement dramatique dans cette région du monde qu'il est temps de prendre le temps d'expliquer les choses. Et je vous demanderai maintenant de nous dire le groupe armé M23. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le considérer comme une simple rébellion locale ou est-ce qu'il s'agit d'un bras armé au service d'intérêts extérieurs? Oui, c'est une excellente question. En fait, le groupe armé, le M23, est un groupe rebelle. En réalité, à plusieurs égards, on pourrait même considérer que c'est un groupe terroriste parce qu'il produit des activités qui sont proches des activités terroristes. C'est un groupe qui est soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas un avis personnel que je donne ici, hein. C'est des faits qui ont été plusieurs fois et en permanence démontrés par les Nations Unies. C'est en quelque sorte le bras armé de cette contrebande qui utilise le Rwanda comme outil pour piller les richesses du Congo. Et le M23, qui a eu plusieurs visages durant l'histoire, hein, il s'est fait appeler le CNDP, le RCD Goma, et aujourd'hui le M23. Et c'est un mouvement rebelle en fait qui utilise des prétextes qui n'en sont pas pour venir au Congo et piller des matières. Donc nous savons aujourd'hui, notamment par rapport à ce qui s'est passé dernièrement à Goma, il y a eu plus de 3000 morts selon l'estimation des Nations Unies. Et ces 3000 morts en fait sont imputés directement au M23 et par logique aussi au Rwanda. La raison souvent invoquée par le Rwanda serait la recherche des FDLR, qui est l'ancienne milice rwandaise qui serait rentrée en RDC. Mais on voit qu'à chaque fois que l'armée rwandaise opère en RDC, il ne recherche plus ces fameux FDLR. Et son obsession, c'est le massacre et c'est le pillage. Donc on peut comprendre que les fameux FDLR ne sont qu'un prétexte. Donc pour vous répondre très directement, le M23 est un groupe rebelle à la solde du Rwanda pour piller les richesses en République démocratique du Congo. Mais il se rebelle par rapport à quel pays? Il est composé de quelle nationalité? Ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais ou ils viennent d'où ces gens-là?
En fait, le M23, à la base, est un mouvement qui est piloté par le Rwanda. Effectivement, le Rwanda essaye de débaucher des Congolais par-ci, des Ougandais par-là. Il y a forcément, dans cette chaîne de commandement, des Rwandais, il y a des Congolais, mais le commandement en lui-même et les moyens sont donnés par le Rwanda. Monsieur Goerens, vous le savez, l'Union européenne a conclu un partenariat stratégique avec Kigali, avec Kagame, le président du Rwanda. Et ma question est pourquoi avoir conclu un accord de partenariat stratégique qu'on a appelé le Global Gateway avec Kigali, et pourquoi n'a-t-elle pas signé directement avec le pays concerné, le pays producteur, en l'occurrence le Congo? Jusqu'à preuve du contraire, c'est le Congo qui détient la plupart de ces minerais. Je pense au coltan, au colbate, alors, et pas mal d'autres minerais importants pour nous ici, en Union européenne, pour la fabrication de beaucoup de produits finis. Je pense à nos portables, je pense aux voitures électriques, etc. Ma question, pourquoi? Pardonnez-moi, je suis spontanée. J'ai envie de faire un bête parallèle. Allez-y. Mais simpliste. Oui. C'est comme si l'Union européenne, elle va conclure un partenariat stratégique avec, on va dire, la Tunisie, un tout petit pays dans l'Afrique du Nord, pour pouvoir exploiter le gaz et le pétrole dans un pays énorme à côté qui s'appelle l'Algérie. Pourquoi alors? Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, l'Union européenne. Elle a signé un accord en termes d'énergie avec l'Algérie, pas avec la Tunisie. Est-ce que je suis claire? Pourquoi vous avez signé avec Kagame et pas avec Tshisekedi, si je puis le dire ainsi? Écoutez, d'abord, ce n'est pas moi qui ai signé cela, ni aucun membre du Parlement européen qui n'ait une quelconque responsabilité dans cette signature. Le rôle du Parlement européen, disais-je dans mes remarques introductives, est un rôle de contrôle de l'exécutif et un rôle d'impulsion politique. Hier, on a eu une réunion avec la ministre congolaise des Affaires étrangères qui a été extrêmement claire sur la situation qui prévaut dans son pays et on a pratiquement été unanime à partager la description qu'elle a faite. Je ne suis pas sur place, mais je fais confiance à ce qu'elle a dit. Ça a été recoupé d'ailleurs par nombre d'autres intervenants et la situation telle qu'elle se présente au plan humanitaire, qui est exécrable, a été confirmée par le représentant du service d'action extérieure, M. Popovski. Aussi avons-nous été nombreux à dire que ce point doit être mis à l'ordre du jour de la prochaine session plénière à Strasbourg, donc la semaine prochaine, avec ou sans résolution, on ne sait pas encore, mais ce que je peux dire dès à présent, c'est qu'il y aura un débat. Je ne peux pas m'imaginer une seconde qu'on ne réserve pas une suite favorable à la demande du Parlement européen d'avoir un débat. Ces demandes viennent de toutes parts. Maintenant, en ce qui concerne l'accord signé, c'est un Memorandum of Understanding, MOU. Ce n'est pas un traité ou un accord qui doit être sujet à ratification entre l'Union européenne et le Rwanda, mais c'est une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention vise à sécuriser l'approvisionnement en matières premières, en matière stratégique de l'Union européenne. Je vous dis très clairement, en mon nom personnel, et je crois être rejoint en cela par nombre de collègues, il n'y a aucune circonstance atténuante pour que le fait de s'approvisionner soit associé de près ou de loin aux violences qui sévissent actuellement dans la partie orientale du Congo. Aucune circonstance atténuante. Donc, je reste ouvert au débat et je suis pratiquement sûr que ce débat se clôturera par des appels à la suspension de cet accord et cette suspension permettra de tirer au clair les responsabilités là-dedans. L'origine des matières premières. En tant que parlementaire européen, je me suis battu pour le devoir de vigilance
exige des entreprises qu'elles apportent la preuve que les matières premières qu'elles transforment dans les usines européennes soient d'une origine non contestable. C'est-à-dire pas de travail d'enfant, pas de circonstances inhumaines ou de violences qui soient associées de près ou de loin à l'exploitation de ces richesses. Donc, je suis extrêmement clair en tant que responsable de mon groupe politique pour le développement. Je suis le porte-parole de mon groupe politique pour la commission développement et je rapporte à mon groupe ce qu'en pense la commission développement. Je suis absolument clair. Il faut, de mon point de vue, suspendre cet accord, tirer les choses au clair et après, on pourra, sur des bases qui correspondent aux engagements pris dans notamment la stratégie de l'Union européenne en matière de politique extérieure par Solana au début des années 2000, je crois que c'est 2002, 2003. Les principes sont clairs, respect des droits de l'homme, respect de la souveraineté, respect des droits de la femme. Tout cela est coulé en force de loi aussi dans le partenariat, dans l'instrument de financement de la politique extérieure de sécurité. Donc je crois que les textes sont là. Les analyses sur ce conflit vont s'affiner, mais pas question de financer et de dire on ne fait rien jusqu'à ce que tout passe trier au clair. Je crois que les indices dont nous disposons maintenant sont suffisamment concentrés pour dire le standstill, le business as usual, n'a plus de raison d'être. Monsieur Ekolo, Monsieur Goerens vient d'annoncer un scoop. La semaine prochaine, à Strasbourg, le Parlement européen va discuter. Il va y avoir un débat sur ce MOU. MOU. Donc, comment, selon vous, le gouvernement congolais va apprécier cette belle décision? Et je le dis, je suis accréditée auprès de l'Union européenne depuis 30 ans. J'ai l'honneur et le plaisir de connaître M. Goerens. C'est un homme notoirement intègre. Il le dit, il est porte-parole de son groupe. Je rappelle qu'il s'agit de Renew, un groupe quand même qui est assez important. Et j'imagine, vous allez me le dire tout à l'heure, si vous pensez que les autres grands groupes vont suivre pour prendre la bonne décision, la décision la plus juste. Je peux juste ajouter un mot. Oui, oui, bien sûr. J'ai parlé en mon nom personnel et j'ai relaté aussi les propos des représentants des autres partis. Je n'ai trouvé personne hier soir se prononcer contre ce que je viens de dire. Extraordinaire. Donc il faut la clarté, il faut des convois, des corridors humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide, il faut diversifier les voies à travers lesquelles on peut faire transiter cette aide humanitaire. Ça, c'est le très court terme. Et pour le moyen et le long terme, il faut tirer au clair ce qui se passe autour de l'exploitation des richesses. On ne peut plus clair, Monsieur Ekolo. Comment pensez-vous que le gouvernement congolais va apprécier cette décision? C'est une décision qui sera certainement accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir aussi. Il faut savoir que l'Union européenne est un partenaire fiable pour la RDC. Dans le début des années 2000, il y a eu les accords de Cotonou et il y a régulièrement des échanges très fructueux avec l'Union européenne de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en importation, 1,4 milliard d'euros en exportation, c'est-à-dire de l'Union européenne vers la RDC. Et ce sont des sommes qui peuvent être multipliées par 10, par 20. Parce que le rapport qu'il y a entre l'Union européenne et la RDC ne sont pas que des rapports, je dirais, commerciaux. Il y a derrière ces rapports beaucoup d'attachement, notamment aux valeurs. Et actuellement, ce qui s'est passé, notamment avec ce MOU, c'est que la classe congolaise et la population congolaise s'est interrogée sur les valeurs que défend l'Union européenne, en se disant, mais finalement, est-ce qu'il y a encore des valeurs communes qui nous unissent au-delà du business? Parce que business pour business, on pourrait faire des affaires directement avec des pays comme la Chine.
mais il y a encore un attachement presque indéfectible avec l'Union européenne. Et je pense que c'est sur cette base-là qu'il faut travailler. Je ne m'explique pas toujours la timidité qu'il y a entre l'Union européenne et, entre guillemets, la timidité entre l'Union européenne et la RDC, notamment à travers de ces MOU, qui dénoncent quand même une mauvaise, non pas une mauvaise gestion, mais je dirais une incompréhension dans notre chef. C'est-à-dire que pour le Congolais, peu importe les conditions que l'Union européenne peut obtenir au Rwanda, elle aura certainement de meilleures conditions avec la République démocratique du Congo. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison économique, civilisationnelle ou même, je dirais, diplomatique de passer, comme vous l'avez, Madame Lefebvre, à juste raison expliqué, s'agissant de la petite image que vous avez donnée entre la Tunisie et puis l'Algérie, de passer par le Rwanda pour des accords qui finalement pourraient être traités directement avec la RDC, en sachant en plus que la République démocratique du Congo n'a aucune intention de priver le Rwanda de ses richesses. Ce sont des matières et des domaines sur lesquels nous pouvons collaborer, comme le fait la Belgique et l'Allemagne, comme le font la France et l'Allemagne, la France et la Pologne. Donc il n'y a pas de raison qu'ici nous revenions à l'époque des corsaires et des vikings, parce que la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est une situation comparable à cette époque où les corsaires et les vikings allaient rechercher à travers les mers du monde les richesses. Et donc on avait des corsaires qui étaient les groupes armés, je dirais, indépendants, et des corsaires qui étaient envoyés par des États. Nous pouvons dépasser ce stade et entrer dans une période beaucoup plus claire, comme vous le disiez. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tellement de doutes par rapport au pouvoir de nuisance de ces groupes. Et ça risque de nous entraîner, en fait, dans quelque chose où on n'aura aucun gagnant. Le moment où les populations congolaises vont se soulever, cette situation ne risque de dégénérer à telle enseigne qu'il n'y aura, je le dis, aucun gagnant. Ni du côté rwandais, ni du côté congolais, ni au niveau de l'Union européenne. Monsieur Goerens, si on part du principe que cette question va être discutée la semaine prochaine et que la majorité des députés européens sortira avec l'idée de proposer un projet de résolution qui va, d'une part, faire en sorte que ce mémorandum soit remis en cause, voire annulé, et que, d'autre part, ça pourrait aussi avoir comme conséquence un semblant ou un début, en tout cas, de paix dans cette région du monde, au Congo. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à voter cette résolution de manière majoritaire pour stopper, d'une part, pour remettre en cause le MOU, et d'autre part, aider le Congo à retrouver un semblant de paix, en tout cas? Ce qu'on essaiera de faire, et je crois que je peux m'exprimer au nom de ceux avec qui je n'ai pas encore pu me concerter, ça se fera la semaine prochaine. Il y aura des concertations entre les représentants des groupes politiques pour préparer ce débat. S'il y a une résolution commune du Parlement européen, elle sera négociée avec les représentants des divers groupes politiques. Je crois pouvoir dire qu'il y a une lecture commune de la situation. Il y a l'aspect direct qu'il faut adresser. Je pense notamment à l'envoi d'aide humanitaire. Je crois que là, il n'y aura pas la moindre contestation. Il faut le faire immédiatement. Négocier des couloirs humanitaires, des corridors humanitaires. Et puis, il faut se pencher sur les causes sous-jacentes de ce conflit. Et ces causes sous-jacentes, les causes profondes, elles vont être discutées la semaine prochaine. Et le tout devra, bien entendu, se développer sur une toile de fond de recherche de vérité. Quels sont les faits? Les matières premières qui sont en cause, est-ce qu'elles viennent du Rwanda ou est-ce qu'elles viennent des provinces orientales du Congo? Est-ce qu'elles ont été exploitées
sous la pression, sous la menace de violence, sous la menace du recours à la force. Donc, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui se réduit à deux dimensions. Le fric, d'une part, et rapport de force. Et on voit aussi avec, je suis triste de devoir le dire, aux États-Unis, il y a un président qui ne réagit plus que par ces deux facteurs, qui ne réagit plus qu'à ces deux facteurs. Il réduit tout à une question d'argent et tout à une question de fric. Alors moi, ce que je dis, tous les puissants du monde, ils sont présents dans le Conseil de sécurité. Et maintenant, je suis déjà dans le moyen terme et le long terme. Je ne peux pas m'imaginer un seul instant que les Nations Unies et son Conseil de sécurité laissent passer cette occasion pour ne pas tirer au clair les raisons de ce conflit. Je crois qu'il y aura des commissions d'investigation. L'origine d'un produit aujourd'hui donne lieu à des recherches. Et les moyens de recherche, les laboratoires sont tellement sophistiqués qu'on peut dire aujourd'hui avec une quasi-certitude quelle est l'origine du produit. Et après, de fil en aiguille, on trouvera des réponses à d'autres questions. Donc ce qu'il faut qu'il se passe la semaine prochaine à Strasbourg, c'est que cela soit discuté et qu'on se prononce. Je ne peux pas m'imaginer un seul instant que la question de la suspension du MOU ne soit pas soulevée. Et je vous dis, si cette question est soulevée et s'il a fait l'objet d'une résolution, d'un trait dans le dispositif de la résolution, d'après si le Parlement agit dans l'esprit qui a prévalu à la discussion d'hier, je crois qu'il y a de fortes chances à dire que ce MOU sera suspendu. Pas terminé, pas jeté dans la poubelle, mais suspendu. Et la levée de la suspension, elle sera conditionnée aux réponses que l'on pourra apporter, et ces réponses doivent être en concordance avec les engagements pris par l'Union européenne. Et il faut aussi que les autres ne se cachent pas derrière cette discussion entre parlementaires européens, mais il faut que tous, la Chine, la Russie, tous ceux qui ont déjà été trouvés dans le sac, la main dans le sac en Afrique, doivent aussi se prononcer là-dessus. Ils ont une responsabilité au Conseil de sécurité. Moi, j'en ai ras-le-bol de devoir expliquer à nos entreprises qu'elles doivent remplir des tonnes et des tonnes de papier pour montrer patte blanche pour ce qui est du système d'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement, alors qu'ici, il y a quand même des observateurs de la presse pas suffisamment parce que l'accès pour la presse est difficile dans cette région. Mais il y a quand même beaucoup d'indices concordants qui nous font penser que la direction que je viens d'esquisser est celle qui va être retenue la semaine prochaine à Strasbourg. Monsieur Ekolo, le Congo reste un pays souverain. Vous avez évoqué tout à l'heure la Chine, en tout cas les 5 grands pays qui ont le plus besoin du coltan, du cobalt, de l'or, de tous les minerais. Et on ne le rappelle jamais assez, 90% de ces minerais sont au Congo. Le Congo, RDC, la République démocratique du Congo. Monsieur Goerens n'a jamais été aussi clair. Il est en train de dire que l'Union européenne est là pour respecter le règlement qu'elle crée elle-même, qu'elle met en œuvre elle-même, et on a marre des autres grandes puissances qui passent outre un certain nombre de règles internationales. Il a dit un mot par rapport à M. Trump. Quand il y avait M. Biden, il y avait aussi, M. Goerens, tout ce silence par rapport à ce qui se passe. Alors ma question à vous, M. Ekolo, pourquoi les Américains aussi font profil bas par rapport au massacre? Ce sont des êtres humains qui, tous les jours, perdent la vie au Congo. Absolument, mais je pense que M. Goerens l'a très bien résumé. Nous essayons de basculer dans un monde où 2 facteurs sont prédominants, à savoir l'argent, à savoir les rapports de force. Est-ce que c'est ce monde que l'on veut donner, céder aux prochaines générations? Je parlais de valeurs tout à l'heure et je pense que l'Union européenne partage avec l'Afrique un certain nombre de valeurs qui dépassent ces 2 facteurs, qui sont uniquement l'argent et puis le rapport de force. Parce que si l'on verse dans ce monde où il n'y a que les rapports de force,
Et je crains que demain, aujourd'hui, au moment où l'on parle, il y a des jeunes enfants qui vont se rêver seigneurs de guerre. Et on aura des pays comme le Congo qui seront des champs de seigneurs de guerre où chacun va essayer de capter une part du territoire et d'y faire régner sa loi. Et c'est pour ça qu'il est important pour des groupes comme l'Union européenne de lancer des signaux très clairs. Il est important que l'Union européenne puisse, dans ce monde où on se bat à trouver des signaux assez clairs, des moyens de vivre assez clairs, de lancer des signaux qui ne soient pas ambigus. Vous voyez, par exemple, ce MOU, c'était un signal très ambigu. Moi, je me mets dans la peau d'un M23, d'un rebelle du M23, et je me dirais, c'est que l'Union européenne est pour nous. Si l'Union européenne signe avec nous, c'est que ce que nous faisons ici obtient leur blanc-seing. Et si ça n'est pas le cas, il est bon que l'Union européenne ait des politiques qui soient lisibles aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Que les politiques qui soient menées soient des politiques que nous comprenions. La dernière fois que nous nous sommes exprimés sur ce plateau, il était question des 20 millions d'euros que l'Union européenne accordait au Rwanda au titre de sa contribution militaire, notamment au Mozambique. Et j'avais dit que l'argent étant fongible, il y avait de fortes présomptions que cet argent soit notamment utilisé pour l'effort de guerre en République démocratique du Congo. Nous apprenons qu'il y a depuis 2004, depuis 2023, il y a 260 millions d'euros qui ont été alloués au Rwanda pour X, Y motifs. Là encore, ce sont des signaux, je dirais, qui vraiment prêtent à confusion. Et je pense que l'Union européenne, pour le futur, parce que le futur se joue aujourd'hui, il se décide aujourd'hui, devrait lancer des signaux très clairs par rapport à ces échanges intercontinentaux. Il ne s'agit pas de priver un pays de relations commerciales ou même diplomatiques. Il s'agit simplement de faire les choses avec un certain nombre de valeurs et de règles. Et nous nous sommes réveillés un matin à Goma en se demandant si le droit international existait encore. Voyez ? Donc si on arrive à se poser une question aussi fondamentale, cela ouvre un monde qui pourrait être un enfer. Et moi, j'aimerais vous poser directement la question, pardon, Madame Lefebvre, est-ce que vous croyez, vous, Monsieur Goerens, encore au droit international? C'est un vrai dialogue, hein? Donc on peut dialoguer. Oui. Allez-y. Est-ce que vous croyez encore au droit international? Écoutez, si je ne croyais pas au droit international, je ne serais plus membre du Parlement européen. Je viens d'un pays qui a 650 000 habitants. Ce qui rend mon pays sûr, ce qui rend mon pays prospère, ce qui donne de la prévisibilité à mon pays, c'est le fait que d'autres ont accepté les règles du droit international. Et quand ces règles sont bafouées, ça se termine toujours mal pour les petits pays, dont le mien. Quand le droit international a été bafoué en 1940, mon pays a souffert énormément. La plupart des Juifs ont été exterminés, les soldats, les jeunes luxembourgeois ont été enrôlés de force dans une armée étrangère, nazie. Donc nous sommes les premiers à tirer cet enseignement d'une défaillance du droit international. Nous sommes, après Malte, le plus petit pays. Donc, avant l'adhésion de Malte à l'Union européenne, en superficie. Voilà. Mais pas en importance. Et en nombre d'habitants aussi. Hein. Il y a d'autres pays qui sont petits, plus grands que Luxembourg, mais encore petits. Et les plus grands pays de l'Union européenne ne peuvent rien sans une perspective de voir respecter le droit international par les autres. Donc pour moi, c'est absolument essentiel, c'est élémentaire. Quand on abandonne ces principes, on fait régner la force et plus le droit. Moi, je suis partisan du droit, de la force du droit et pas du droit de la force. C'est ça. Alors c'est absolument clair et je me battrai bec et ongle pour garder cela.
En Ukraine, on voit ce qui se passe lorsque le droit international est bafoué. Il y a des signatures sous des contraintes. Mais pour que le droit international s'applique, ça requiert des recherches, ça requiert des enquêtes, non pas pour faire durer le malheur, mais pour apporter la clarté nécessaire et indispensable. Donc, ce que j'ai dit maintenant, c'est une appréciation grossière, pas suffisamment affinée, mais c'est dans cette direction qu'on doit engager les recherches. Et avec toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui à notre disposition pour tirer ça au clair, nous sommes responsables qu'il soit fait emploi de toutes ces possibilités. Et voilà. Et aussi les autres. Parce que s'il y en a un qui respecte le droit international et les autres ne respectent pas le droit international, alors ça ne marche pas. Donc, l'idéal serait qu'on ait un gouvernement mondial. On ne l'a pas. Les problèmes que nous avons sont des problèmes globaux qui requièrent la contribution et la convergence de tous vers les mêmes finalités. Mais l'Europe ne doit jamais cesser le combat de faire respecter le droit international, d'abord par elle-même et puis aussi par les autres. C'est ça. Monsieur Goerens, vous êtes luxembourgeois. Nous parlons la même langue parce que nous respectons cette valeur qui est issue de l'Union européenne, qui est le respect du multilinguisme. Vous êtes le plus petit pays francophone. Le Congo, je le rappelle, est le plus grand pays francophone du monde. 110 millions de francophones. Je le répète tous les jours. Alors, chaque fois que je parle du Congo, je fais référence à cet aspect. Et l'Afrique n'est pas à des centaines de milliers de kilomètres. Elle est à 14 kilomètres de l'Union européenne. Les Congolais, les citoyens congolais, comme tous les citoyens du monde, ont besoin d'être éduqués, ont besoin d'être vivants pour l'instant. Et ma question, Monsieur Ikolo, quel levier diplomatique la RDC doit-elle activer encore pour défendre sa souveraineté et stopper les agressions extérieures, notamment celles en provenance donc, du Rwanda? Très bien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très important pour nous d'avoir des signaux très clairs de l'Union européenne. Vous savez, il y a Benjamin Franklin, qui est un des pères de l'indépendance américaine, de la création de l'Amérique, disait cette chose assez juste, c'est que lorsqu'un peuple abandonne un peu de sécurité qui abandonne un peu de sa liberté pour un peu de sécurité, généralement, il finit par perdre les deux. Et ici, je pense que nous devons aller vers un monde qui ne fasse aucune compromission par rapport à ça. On l'a vu en Ukraine, l'Ukraine a été menacée dans sa souveraineté. Tous les pays se sont levés en disant « Ah non, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses ». Et comme vous le disiez, d'ailleurs, à juste raison, c'est que nous jouons avec des règles. Nous sommes dans une sorte de compétition économique où nous sommes ensemble, il n'y a pas de gouvernement mondial, mais c'est comme si on jouait à la Coupe du Monde. Il faut des règles communes pour jouer. Et si on a un ou deux qui ne jouent pas les règles, il faut les dénoncer. Il ne faut pas mettre à égalité ceux qui jouent dans les règles et ceux qui ne sont pas dans les règles. Ici, il y a un pays, très clairement, qui ne veut plus jouer dans les règles, c'est le Rwanda. Et tant qu'il aura le sentiment que les gens se taisent parce que ce qu'il fait profite à tout le monde, ouvre la voie à beaucoup de problèmes dans le futur. L'histoire de l'Europe nous le montre, nous l'enseigne. À chaque fois qu'on a ouvert la voie à ce genre de dictat, on arrive toujours à se mordre les doigts un jour ou l'autre. Je pense qu'il est temps de reprendre le chemin du dialogue. Il y a eu les accords de Luanda que M. Kagame a bafoué parce qu'il choisit la force plutôt que la discussion. Et je pense que nous avons besoin du concours de l'Union européenne, nous avons besoin du concours de tous les pays. Peut-être avant l'Union européenne, vous ne pensez pas que la Belgique, de par l'histoire, de par les liens qui vous lient avec ce pays, est-ce qu'elle ne pourrait pas encore jouer un rôle de médiateur crédible? Excellente remarque. Je le dis souvent, je dis que la Belgique pourrait jouer un rôle majeur en République démocratique du Congo. La Belgique pourrait jouer un rôle moteur pour l'Union européenne. Pourquoi ?
Parce que nous avons des relations qui, au-delà des relations entre États, sont des relations qui sont tissées dans l'histoire et qui font qu'aujourd'hui, la Belgique obtiendra toujours plus en République démocratique du Congo que n'importe quel pays. Lorsque ce MOU a été signé, je doute que ce soit la Belgique qui ait été à l'avant-garde de ce contrat. Parce que si c'était vraiment le cas, je pense que soit la Belgique s'est perdue dans ses relations avec le Congo, soit elle minimise son importance. Je pense que pour le futur, parce que la République démocratique du Congo est quand même un pays qui regorge de minerais stratégiques majeurs. Je pense dans les 31 minerais stratégiques majeurs, la République démocratique du Congo en dispose de 31. Donc c'est dire qu'elle a les 100%. Et pour son développement stratégique, l'Union européenne a besoin de s'appuyer, notamment, je pense, sur la Belgique. Et si la Belgique ne joue pas pleinement ce rôle, ben ce développement stratégique risque de se retrouver ailleurs, ou du moins utilisé par des voies qui sont, comme on le voit, des voies de violence, alors que la diplomatie, le commerce bilatéral suffirait à lui seul à résoudre pas mal de questions. Monsieur Goerens, d'un mot, hein, quelle serait la solution pour mettre fin à cette guerre et protéger les populations au Congo à court terme? Premièrement, apporter des réponses immédiates aux souffrances auxquelles sont exposées les populations civiles. Deuxièmement, faire entrer dans la diplomatie tous les acteurs qui ont une responsabilité de près ou de loin. Troisièmement, prendre à l'issue de ces négociations, de ces échanges, des décisions susceptibles de faire régner le droit international. Et quatrièmement, je reviens avec une exigence que j'ai renouvelée maintes et maintes fois ici au Parlement européen. Il faudrait organiser un sommet africain sur le pillage des ressources de ce continent. Il faudrait que tous les acteurs africains, tous les acteurs non africains puissent participer à cela, accepter qu'on fasse une lecture sans concession sur ce qui se fait. Le secteur privé aussi a une responsabilité à porter, et puis on pourra dire quelles sont les responsabilités. Et après, on pourra dire comment on pourrait organiser un ordre respectueux du droit des Africains, et y compris respectueux du droit des Africains à disposer de leurs richesses. Tous les efforts que nous avons faits au Parlement européen jusque-là vont dans cette direction, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Nous avons une responsabilité à assumer, mais s'il n'y a qu'un segment de responsabilité qui est assumé, il manque les autres segments qui pourraient jouer un rôle dans le cadre d'un sommet global sur le pillage des ressources en Afrique. Je crois que ça, c'est l'approche qui devrait être suivie. À mon humble niveau, je vais renouveler cette exigence. Aussi la semaine prochaine, si on m'accorde du temps de parole. C'est toujours difficile d'avoir du temps de parole au Parlement européen. Mais en tout cas, si ce n'est pas moi qui pourrais le dire, je demanderai à mes collègues de se faire le porte-parole de ce que je viens de dire. Monsieur Ekolo, j'allais vous dire, si vous étiez le président Félix Tshisekedi, qui est élu, il a été élu pour un deuxième mandat et de manière transparente et démocratique, qu'est-ce que vous diriez ici? On est au Parlement européen. Qu'est-ce que vous diriez à l'Union européenne, aux responsables européens, pour qu'ils prennent les bonnes décisions afin d'arrêter ce massacre et, comme a dit M. Goerens, pour cesser ce pillage de l'Afrique globalement et du Congo singulièrement? Bon, M. Tshisekedi est un homme, je dirais, un homme de paix, on l'a vu. Dès sa prise de fonction, il a essayé de balayer un peu les conflits qui existaient avec le Rwanda pour donner sa chance à la paix. Je pense que c'est un homme aussi qui voit la RDC comme étant le maillon d'une chaîne mondiale de richesses, donc des richesses que l'on pourrait partager. Il n'y a pas de raison que les richesses du Congo finissent au Congo. D'ailleurs, les matières stratégiques qui font l'objet de guerres à l'est de la République du Congo, si tous les clients se retirent et nous laissent avec le Rwanda, avec
ces coltans, ce nickel, cet or ou cet étain, nous n'en ferons rien, croyez-moi. Nous n'en ferons rien, la guerre cesserait tout de suite. Aussi, je pense simplement que le président inviterait ses homologues, il inviterait des grandes organisations comme l'Union européenne à prendre ses responsabilités et à jouer franc jeu avec nous. Parce qu'il y a moyen de faire d'obtenir tout ce qui est obtenu par des voies complètement démocratiques, par des voies claires. Maintenant, il y a une urgence en République démocratique du Congo qui est une urgence humanitaire. On n'en a pas assez parlé, mais c'est une urgence qui nous rappelle qu'il y a des horreurs qui se passent. Et autrefois, les Congolais ont eu des mains coupées, mais je dirais à la décharge du monde, c'est que les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Il y a votre chaîne, madame, qui diffuse ces images partout dans le monde. Il y a notamment à l'hôpital de Munzenze, à Goma, les M23 qui sont arrivés, qui ont violé les malades qui étaient dans cet hôpital, qui ont tué les enfants et qui ont brûlé tout le monde. Vous voyez, nous sommes en 2025 et je pense que c'est ce genre d'horreur. Il n'est pas normal qu'un seul pays, qu'un seul dirigeant dise « stop ». Nous devons pouvoir le dire tous ensemble, de cœur, pouvoir dire stop, mais en lançant des signaux très clairs pour montrer qu'il y a vraiment une ligne rouge qui a été franchie et que cette ligne rouge-là ne peut pas perdurer. L'Union européenne est un acteur majeur sur la scène internationale. Elle doit pouvoir dire les choses avec beaucoup plus de clarté, dire les choses avec beaucoup plus, je dirais, d'autorité, parce que le jour où les États-Unis et l'Union européenne décideront de dire les choses sans contour, sans enjamber, sans un discours diplomatique, je pense que la guerre aura de fortes chances de prendre fin. Monsieur Ikolo, je suis certaine que la commissaire en charge des questions humanitaires à la Commission européenne, oui, à l'Union européenne, je suis certaine, elle va suivre cette émission. J'espère qu'elle va agir dans le bon sens. Il se trouve, c'est un pur hasard, que la commissaire actuelle est Adja Labib, qui est donc belge, francophone, et qui a été longtemps une consoeur et qui connaît très très bien cette région du monde. On n'a plus beaucoup le temps. Je vous demanderai gentiment, tranquillement, un dernier mot. D'abord, Monsieur Goerens. Encore une fois, j'essaie de tirer au clair les responsabilités de chacun. On parle beaucoup du Congo, du Rwanda, de l'Union européenne. Je voudrais qu'on parle aussi de ceux qui, de façon plus subtile, essayent de rouler les Africains dans la farine. Vous savez à qui je fais référence. Donc il faut que ça soit clair. Un dernier mot. Nous demandons aux Africains de nous partager dans notre lutte pour le respect du droit international en Europe et dans l'Ukraine. Et je crois que si on est partenaire pour des injustices, qu'elles sévissent en Afrique ou en Europe, si on a la même lecture des conflits, si on tire les mêmes conclusions, on pourra sérieusement avancer. Et je crois qu'il y a du progrès à faire des deux côtés, y compris de l'Afrique, où beaucoup d'États sont hésitants, s'abstiennent aux Nations Unies lorsqu'il s'agit de condamner la Russie, qui ici viole clairement le droit international. Je voudrais que ça s'applique partout, par tout le monde, dans l'intérêt de tous, et notamment des plus faibles. Ce qui est certain, c'est que la semaine prochaine, on va vous suivre, et Atypique va faire en sorte que votre voix, vous avez une intervention à ce sujet, arrivera jusque de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire à Kinshasa. Un dernier mot, Monsieur Ikolo. Moi, je voudrais commencer par dire toutes mes condoléances aux familles qui ont été éprouvées dans le chaos de Goma. Ça a été un désastre absolu, c'est-à-dire une horreur où tous les verrous des valeurs humaines ont sauté. Et aujourd'hui, nous parlons de Goma comme le drame qui a sévi la semaine passée.
Mais il faut savoir que le M23 se prépare déjà à prendre l'assaut de Bukavu. Et ce que nous déplorons à Goma ne devrait pas survenir à Bukavu. Mais pour ça, il faudrait que la communauté internationale, en chœur avec, la République, l'armée régulière du Congo, puisse lancer ce signal clair que nous vivons dans un monde où les choses ne peuvent plus se faire ainsi. Il y a eu des élections en République démocratique du Congo, tout le monde était libre d'y concourir, y compris ceux qui aujourd'hui prennent les armes, parce qu'ils avaient bien compris en ce temps-là qu'ils n'avaient aucune chance face aux électeurs. Et nous ne pouvons pas attendre que les drames qui se sont passés à Goma surviennent à Bukavu pour que l'on se retrouve encore une fois dépourvus en n'ayant que nos larmes pour pleurer. Il n'est pas encore trop tard. Je pense que les canaux diplomatiques qui se sentent concernés peuvent se saisir de cette préparation, semble-t-il, de la ville de Bukavu pour stopper cette folie meurtrière certaines personnes ont décidé de faire régner. Vous savez, c'est un peu l'histoire de l'Europe qui se joue. Moi, j'aime beaucoup relire l'histoire de l'Europe et je vois la folie meurtrière qu'a été celle des nazis. On n'est pas très loin de ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui se sont dit on va peut-être essayer de collaborer, notamment, je pense à Mussolini, en Italie. Adolf Hitler n'a pas hésité à quand même violer les accords qu'il avait signés avec Mussolini. Ça a été le cas avec le régime de Pétain. Et à nouveau, là aussi, le régime du Troisième Reich n'a pas hésité à violer ces accords. Donc, je pense que nous sommes dans ce tournant où il y a eu un drame hier, mais on pourrait éviter celui de demain. Voilà, c'est une note positive. Enfin, Monsieur Goerens, vous le savez, le plateau, vous êtes prioritaire. Et à chaque fois, avec un énorme plaisir, je vous réinviterai. Vous le savez très bien. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. William. Juste un mot. Oui, bien sûr. Écoutons aussi la voix du prix Nobel Mukwege, qui a été présent hier. Il a été de façon extrêmement claire. Absolument. Je crois qu'il fait autorité dans ce débat, il faut l'écouter. C'est le docteur qui... comment est-ce qu'on, quand on parle de lui, qu'est-ce qu'on dit? Le docteur qui soigne les femmes. Qui soigne... Qui répare les femmes. Et qui se trouve justement à Bukavu. Enfin, du moins, son hôpital se trouve à Bukavu. Et c'est aujourd'hui, c'est une ville en ébullition où on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà. J'ai une pensée vraiment pour les habitants de Bukavu. William Ekolo, merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.